Ouais, ben, hop. Ben, matin. Tu connais Philippe? Le béret, manteau vert. Ça c'est beau, ça c'est beau. On dispose de combien de temps là? Promesses et périls. Et nous avons pour conférenciers pour cet après-midi Anne Goldenberg, Simon Jaudoin et Florent Godin. Je vais présenter en quelques mots. Je vous demanderai le dernier numéro d'Avabord. Je vous le dis tout de suite pour être certaine de ne pas l'oublier. Alors, Anne Goldenberg s'intéresse aux aspects politiques, épistémiques et poétiques des technologies numériques, des plateformes collaboratives et des dispositifs participatifs. Elle détient un doctorat en communication et en sociologie et a rédigé une thèse sur la négociation des contributions dans les wikis publics. Dans la fibre de la culture libriste, elle explore notamment le rapport des dispositifs techniques aux matières numériques, au public et au collectif. Elle est facilitatrice de forums ouverts, elle aime jouer à rendre visibles, lisibles et malléables les processus de co-construction de connaissances. Quant à Simon Jaudoin, il a mené des études en philosophie, en sciences des religions, ainsi qu'en théologie. Il s'est intéressé aux religions séculières et à la confessionnalisation politique. Lors de ses études doctorales, il s'est penché sur le rapport entre le mythe et les médias. Il s'intéresse particulièrement au comportement religieux qui influence le développement des technologies de l'information. Il a d'abord été chroniqueur au magazine Bang Bang. Il est désormais directeur du développement des nouveaux médias et rédacteur en chef de l'hebdomadaire Voir, où il signe aussi une chronique hebdomadaire.
Florent Gaudens est journaliste à Radio-Canada depuis 2008. Il s'occupe principalement des réseaux sociaux et des nouveaux formats. Il est membre du conseil d'administration de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec et fait partie du comité de rédaction du magazine 30. Et il a contribué par le passé notamment à La Presse et à Rue 89, ainsi qu'à divers magazines. Donc, selon le programme annoncé, c'était Simon Jaudoin qui prenait la parole en premier, si ça vous convient. Alors, je cède la parole immédiatement. Alors, bonjour tout le monde, vous allez bien. Du coup, le titre de l'atelier m'a semblé relativement large et juste assez théologique, justement, avec les promesses et les périls de mutation médiatique. Oui, comme ça va? Vous m'entendez bien? Bon, très bien. Donc, simplement, j'aime toujours faire au début dire d'où je parle. Je suis rédacteur en chef au Voir, comme ça a été mentionné. C'est un journal indépendant, gratuit. Nous sommes assez au fait des mutations médiatiques qu'on doit affronter, justement, surtout avec ce qui s'est parlé ce matin. Aligné dans la même phrase, médias culturels et gratuits, et vous allez comprendre les aspects économiques qui s'y rattachent. Donc, c'est la réalité dans laquelle on vit. J'aimerais aujourd'hui vous parler peut-être d'un angle plus philosophique ou anthropologique de cette mutation des médias, d'où elle vient, et ce qu'elle signifie, entre autres. Pas seulement pour les médias, mais pour l'humanité, si le mot n'est pas trop pompeux, enfin l'humanité au sens large, le développement des sociétés. Pour ensuite vous parler peut-être de ce qu'on fait nous au quotidien pour affronter ces réalités-là. J'ai une petite ligne ici. Donc, on parle des nouveaux médias. On en a parlé beaucoup ce matin, sans peut-être même les définir. On a parlé beaucoup d'outils. On parle de iPad. On dit, bon, on va publier sur l'iPad, qui pour moi n'est simplement qu'un changement de plateforme de publication. C'est pas nouveau parce que c'est sur le iPad. Tous les médias qui sont apparus ont été des nouveaux médias au jour où ils sont apparus finalement. Alors, je vais vous parler peut-être en termes d'un ancien monde et d'un nouveau monde qui... cette mutation-là me semble qu'elle se véhicule pas seulement au niveau des outils, mais aussi au niveau d'une perception qui fait en sorte qu'on a des nouveaux espaces et des nouveaux temps à investir. Et l'ancien monde est réputé opaque, est réputé fermé, est réputé secret, notamment le monde des médias et de la politique. Et c'est dans ce contexte-là, nonobstant les outils, qu'ont commencé à évoluer ce qu'on appelle les nouveaux médias aujourd'hui, jusqu'à appeler les médias sociaux. C'est en mon sens, si on regarde un peu grosso modo, les médias dits traditionnels. Alors évidemment, la notion de nouveaux médias implique la notion de vieux médias. Donc il y en aurait des vieux, il y en aurait des nouveaux. Pourtant, ce n'est pas une question de support, puisque une revue, par exemple, comme Nouveau Projet, que vous connaissez peut-être, qui est menée par Nicolas Langelier, est à mon sens un nouveau média. Et la presse sur iPad est à mon sens un vieux média. C'est pas, y a rien de, c'est pas une question de support, c'est une question d'attitude. Une attitude qui s'est développée quand même, somme toute, la technologie y a été pour beaucoup, au fil des Usenet à la fin des années 90, milieu des années 90, où les gens se sont mis à partager, à mettre en commun, d'abord par partage ou par piratage, des outils logiciels qui ont permis, entre autres, à chacun de développer des contenus, de s'imposer sur la toile. Évidemment, le développement de code en open source y est pour beaucoup aussi. Donc, c'est cet aspect de collaboration qui se distingue des nouveaux médias, des anciens médias. Et là, il y a une espèce d'utopie, si vous voulez, qui s'est développée, qui s'est estompée pour beaucoup, depuis que les nouveaux médias sont même presque devenus assez mainstream pour la plupart. Mais on a évolué pendant une dizaine d'années avec les nouveaux médias qui représentaient, et ça c'est des mots que vous avez entendus sans doute si vous avez fréquenté des conférences là, de gourous des médias sociaux. On a parlé d'authenticité, de transparence, d'influence, comme si les nouveaux médias ou les outils eux-mêmes étaient garants d'une certaine fluidité où tout le monde serait interconnecté de manière transparente et l'information circulerait librement. Ça pour faire opposition à d'anciens médias qui, eux, étaient suspectés d'être encoquinés avec le pouvoir, notamment,
de faire de la preuve de propagande dans certains cas. C'est des grosses entreprises privées, où la plupart des firmes qui possèdent à la fois stations de télévision, production cinématographique, et il y en a même qui vont avoir des entreprises dans des domaines qui n'ont absolument rien à voir avec les médias. C'est des très grosses firmes. On a l'impression que la population, à raison ou à tort, a pensé qu'elle était peut-être manipulée par ces médias-là. Ça, c'est des analyses qui ont été menées pendant 10, 15, 20 ans, l'analyse des masses médias. Avec l'émergence des nouveaux médias, on a vu une utopie de la transparence et tous les gens pourraient se retrouver interconnectés ensemble en échangeant en temps réel la vérité, ou en tout cas des faits qui seraient plus vrais que ceux rapportés par les médias vieux, j'entends. Donc c'est cette espèce de polarisation qui s'est installée, et c'est dans ce contexte-là, ça vous pouvez le vérifier, je crois que c'est fondé là, pour la plupart des cas. Je vous donne un exemple. Le printemps, évidemment, on va toujours parler beaucoup du printemps érable dans ce qui s'est passé au niveau des médias récemment. C'est certain que CUTV avait des images, à mon sens, plus justes, en tout cas du cœur d'une manifestation, que LCN qui nous montrait 65 fois la même poubelle qui se faisait renverser. Il y a un quota de points de vue qui nous permettait d'aller chercher des faits. Évidemment, les outils sont pour beaucoup. Mais il y a beaucoup de ces petits médias émergents-là et des plateformes web aussi qui sont, évidemment, le Bang Bang, je vais parler pour ceux auxquels j'ai participé. Donc, de rendre possible la possibilité, aujourd'hui, il est possible de se créer un site qui a l'air tout à fait un site professionnel de médias, avec des outils qui sont soit gratuits, ou soit qu'on a dératé par à peu près la même philosophie, c'est-à-dire qu'on va aller voler les grosses firmes pour créer des médias indépendants. On va voler les grosses firmes de logiciels, on va pirater le logiciel de Microsoft, de Adobe, parce que c'est un monde opaque, c'est le monde de la transaction, alors que le monde est dans la gratuité, dans l'immanence, dans la vérité, dans l'influence, donc une certaine idée qu'on pourrait influencer le cours des choses. Par contre, tout ça, ça procède d'un mécanisme, si vous voulez, qui est passé de la verticalité à l'horizontalité. C'est ce que j'appellerais un mécanisme de sécularisation, qui s'était déjà produit dans l'histoire d'ailleurs, notamment quand les pouvoirs politiques se sont appropriés la croyance religieuse. Toutes les grandes machines idéologiques du 20e siècle reposent sur cette idée-là. C'est la reprise par le politique de prérogatives religieuses, donc une foi politique qui s'est investie dans les nouvelles structures qui nous ont apparu plus justes, plus transparentes. La Révolution reposait là-dessus, plus égalitaire. Et au final, on a recréé des nouveaux pouvoirs politiques qui nous ont apparu eux-mêmes plus opaques, et c'est comme s'il y avait un nouveau transfert qui se faisait maintenant vers la technologie, vers les médias. On a l'impression que pour débarquer l'horizontalité du pouvoir médiatique et du pouvoir politique, la verticalité, on pouvait s'en remettre à un rapport horizontal où chacun devient un émetteur-récepteur. Alors c'est l'image, ce n'est plus une tour de diffusion qui envoie vers le peuple, tout le peuple participe à cette diffusion-là. C'est à mon sens une utopie qui ressemble beaucoup au problème de la volonté générale chez Rousseau, si vous voulez. Une espèce de nouveau contrat social où tout le monde serait relié ensemble dans la participation. D'ailleurs, c'est des mots que vous retrouvez beaucoup dans les nouveaux médias. Participation. On veut participer, on veut contribuer. Les médias en font le chou gras d'ailleurs, parce qu'à chaque fois que vous participez sur leur forum, des choses comme ça, vous imprimez de la publicité. Ça ne vaut pas très cher par les temps qui courent, mais voilà. Donc, cette utopie-là, quand même, il faut la recentrer sur le fait que, d'une part, les médias continuent à être des gros pôles d'émetteurs. C'est comme un réseau. Et les médias traditionnels, là, ils n'ont pas eu le choix de se repositionner dans cette nouvelle logique-là et sont devenus eux-mêmes, à l'intérieur du réseau, des gros pôles d'émetteurs-récepteurs. Et en faisant participer le public, en ouvrant leur tribune, la plupart des jeux. Ce n'est plus simplement de la ligne ouverte où vous pouvez appeler, puis c'est filtré. Alors, non, on peut participer, on doit participer. Et le gros paroxysme de tout ça, c'est ce qu'on a appelé depuis quelques années les médias sociaux. Et les médias sociaux qui sont en fait une grosse structure médiatique où tout le monde participe, y compris les médias. Y compris les médias qui sont même les plus gros nœuds d'échelonnage d'informations. Si vous regardez votre Facebook, votre Twitter, vous remarquerez que la plupart des liens qui sont partagés vont venir encore des gros médias. Effectivement, des médias alternatifs.
Mais ça a été, la mutation, est à mon sens, elle est là. Donc, les médias se sont horizontalisés pour se mettre, mais il ne faut pas y voir une espèce de souhait de grande conversation avec le public. Simplement que l'étude de marché, l'économie des médias se situe là maintenant. Ça fait en sorte, entre autres, que ce fameux monde d'immanence, on a l'impression que les médias se démocratisent. Par contre, ce nouveau média virtuel-là, ce réseau-là, ce n'est pas quelque chose de virtuel, justement, c'est quelque chose qui est complètement matériel et localisé. C'est de la fibre optique, c'est des salles de serveurs, ce sont des choses qui appartiennent à des immenses conglomérats. Et j'en vois pour ma part un duopole qui est absolument flagrant. C'est le duopole, si vous voulez, Facebook, Google, qui eux-mêmes ne produisent aucun contenu, qui sont des immenses compagnies qui ont réussi à fédérer toutes ces communications-là. Google par référencement et Facebook pour la socialisation. Ça fait que même les photos de vos enfants, les chatons, les articles de presse s'insèrent dans une nouvelle économie, une nouvelle réseautique. Tout ça occupe une valeur dans un système complet. Et vous êtes vous-même devenu une espèce d'élément producteur des médias pour qui? Pour ces grands conglomérats-là. Ah, ben alors la gauche s'est retrouvée un petit peu baisée de ce côté-là, si vous voulez, alors qu'on croyait jouer un bon tour aux médias locaux en débarquant le pouvoir, en soupçonnant la presse et Power Corp et le Journal de Montréal ou quoi que ce soit. On s'est retrouvé à travailler au profit d'immenses conglomérats mondiaux qui eux-mêmes ne produisent aucun contenu, qui pompent même les contenus des autres médias, qui ont réussi, si vous voulez, le tour de force de leur voler à peu près la totalité de leurs revenus publicitaires. Google lui-même, à lui seul, récolte plus d'argent en revenus publicitaires que l'ensemble de toute la presse écrite américaine. Google seulement. Sur Facebook, alors qu'on vendait, vous savez peut-être c'est quoi du CPM, mais c'est le coût par mille, c'est l'impression des bannières sur les sites web. Le CPM, il y a une dizaine d'années, ça avoisinait autour de 30 $ dans les médias québécois, 30, 40, dépendant. Si c'est un habillage de site, une petite bannière, c'était... Sur Google, sur Facebook, maintenant, vous pouvez vous en sortir à 2-3 $. Donc, on s'est mis à participer avec une espèce d'utopie de transparence, de participation, où tout le monde pouvait prendre la parole. Finalement, on a contribué à décimer les médias locaux, les médias qui faisaient partie d'un écosystème culturel bien localisé, avec tous leurs défauts, mais avec quand même un souci d'être toujours grandés dans leur société à eux. Maintenant, les grands médias, eh bien, c'est Facebook, auquel vous contribuez, ou auquel je contribue moi aussi, et Google, qui, lui, aspire le contenu des médias locaux. Alors, évidemment, le problème est flagrant. Ça cause un problème économique premier aux médias, mais ça cause aussi un gros problème de diversité. Je m'étais opposé, moi, il y a 2 ans, justement. C'est devenu un modèle d'affaires pour plusieurs, comme le Huffington Post, justement, où on reproduit le même média, la même structure, en copier-coller partout, en pompant du contenu à peu près gratuitement. Et tout à coup, ça, c'est le nec plus ultra du web. C'est le nec plus ultra, c'est le nouveau modèle d'affaires. Tout ça relève, dans mon sens, d'une espèce d'utopie de foi religieuse, justement, où les gens se sont mis à croire qu'en participant comme ça, compulsivement presque, ils participaient à un monde plus libre, meilleur, en décimant pourtant les structures qui assuraient eux-mêmes la survie. Moi, je parle de mon média culturel, qui est le voir, mon média au sens que je le possède, au sens où j'y travaille. Alors, donc, ils ont contribué à décimer des gens qui pourtant travaillaient au support culturel, à donner la parole à des gens d'ici. On se retrouve à être en concurrence directe avec Silicon Valley. Bon. Évidemment, on ne va pas remettre la pâte dentifrice dans le tube, comme disent les latins. C'est sorti dans le monde de la musique, c'est sorti dans le monde du cinéma. Cette manière de consommer et d'évoluer, elle est là pour rester, selon moi. Donc c'est là qu'il va falloir trouver des manières d'adaptation. Nous, au voir, le pari qu'on a pris, c'est d'ouvrir justement nos tribunes de la même manière que ça a été ouvert sur ces... D'épouser la philosophie en essayant de garder le modèle d'affaires local, si vous voulez. C'est ainsi qu'on a ouvert des blogs de la même manière que le Huffington Post, mais en essayant au moins de redonner le revenu publicitaire généré aux blogueurs. Ça a été le modèle qu'on a tenté de faire.
Et c'est comme ça aussi, et je sais qu'on a parlé beaucoup du rapport entre les annonceurs et les journalistes et les médias ce matin, mais c'est aussi de plus en plus qu'on considère les annonceurs comme des partenaires, comme des gens qui ont des contenus à diffuser. Et de plus, c'est bien beau de parler de la relation de presse, mais ce n'est plus du simple, c'est plus simplement un communiqué de presse qu'on copie. Les relationnistes de presse maintenant font des vidéos, des galeries photos, créent des contenus, deviennent eux-mêmes. Il n'y a pas une entreprise aujourd'hui qui n'a pas un organe de production médiatique. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on résiste à ça? Je suis conscient que si j'étais dans un journal où on parlait de mines antipersonnelles et d'esclavage et de torture, ça serait peut-être plus malaisé d'épouser. On ne pourrait pas, si vous voulez, dire que les mines antipersonnelles c'est bon parce qu'on est les annonceurs qui en fabriquent. Mais au niveau culturel, à tout le moins, on a réussi, je crois, à ouvrir des blogs à nos annonceurs, à donner la parole à des gens. Je pense au Théâtre d'aujourd'hui, à la LNI, à plein d'acteurs culturels qui eux-mêmes disent « Ben moi j'ai des contenus, peux-tu les diffuser? » Ben non, je ne peux pas prendre ton contenu et en faire un article. C'est peut-être une marge là, dont vous parlez ce matin. Mais je peux par contre ouvrir un canal. Parce que c'est encore vrai que les médias sont un rendez-vous médiatique que chacun isolé n'est pas. Alors, il n'y a personne, si vous voulez, le samedi, pour savoir ce qui se passe en culture à Montréal, qui va aller voir à la fois le site du TNM, le site de la LNI, le site du Théâtre d'aujourd'hui, le site de l'usine C. Il va y avoir tout ça pour s'informer. Alors, on a été comme trop bêches. Tous ces gens sont devenus des producteurs de contenu, se sont retrouvés avec du contenu que personne n'allait voir. Je pense qu'un des défis qui s'impose aux médias, c'est peut-être d'ouvrir cette tribune-là. Nous, on a assez bien réussi au niveau culturel. Je ne sais pas quelle forme ça pourrait prendre au niveau politique, mais je sais je vais répéter en terminant, qu'on ne remettra pas la pâte dentifrice dans le tube et que ce phénomène-là est là pour rester. Donc, ceux qui vont survivre, selon moi, à cette mutation-là, sont ceux qui vont être capables d'en épouser les fondements idéologiques et non pas d'y résister. Merci. Merci beaucoup. Je vais tout de suite passer céder la parole à Anne Goldenberg. Bonjour tout le monde. Bien comme ça, monsieur? Il faut parler plus fort. Bon. Peut-être aussi pour situer mon parcours, j'ai déjà été assez bien présenté, mais disons mon parcours de recherche et d'intérêt par rapport aux médias et aux technologies médiatiques. Je pense que ça fait peut-être une dizaine d'années que je m'intéresse à la fois aux plateformes participatives, mais aussi aux médias alternatifs. Et plus exactement, je crois que ce qui m'a toujours intéressée, c'est ce qu'on pourrait appeler la responsabilité éditoriale. Plus exactement, les luttes et les enjeux, les tensions qui émergent dans une plateforme quand on se demande d'une part si il est légitime, si on a le droit de publier un contenu, et également comment éventuellement protéger les personnes qui amènent des contenus critiques, clairement critiques et éventuellement aussi à des points de vue assez uniques sur des plateformes participatives. Donc à l'époque j'étudiais, je m'intéressais surtout à Indymedia ou à d'autres plateformes similaires en fait, qui essayaient d'héberger, d'accueillir des nouvelles, des posts, différents médias éminemment critiques, qui avaient été en fait notamment mis en place dans ce qu'on appelait les premiers contre-sommets altermondialistes, citoyens. Donc je pense que ça remonte aux années 2000. En fait, cette mouvance-là a émergé, disons, dans les années 2000. Et puis, petit à petit, je me suis intéressée, toujours avec cette lignée sur ce qu'on peut appeler une responsabilité éditoriale, je me suis intéressée donc au wiki, à la culture wiki, et notamment à Wikipédia. Et en fait, ce qui est bien connu comme questionnement autour de Wikipédia, c'est peut-on croire cette encyclopédie participative? Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a un regard et une approche critique vis-à-vis de Wikipédia qui a été développée
de manière parfois supérieure à d'autres médias traditionnels. En tout cas, je me rends compte que, par exemple, à l'école, en enseignement, on dit vraiment aux élèves faites très attention au Wikipédia, puis on les met en garde sur Wikipédia presque plus que sur d'autres médias. Donc, je me suis intéressée à cette notion de critique par rapport à la lecture des médias, mais aussi à la possibilité de faire de la critique dans une sphère médiatique et dans des plateformes participatives. En fait, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est, je vais appeler ça comme ça, censure et critique à l'ère des médias participatifs. Une petite chose aussi que je pense que je voudrais mentionner, c'est que quand j'ai commencé mes recherches de doctorat sur Wikipédia, je voyais qu'il y avait beaucoup de gens qui associaient mon travail à une recherche sur les réseaux sociaux. Je me disais, mais ça n'a pas de rapport avec les réseaux sociaux, et donc j'ai vraiment travaillé à distinguer ce qui semblait être des réseaux sociaux et ce qui me semblait être, ce que j'étudiais, c'était ce que j'appelais des communautés épistémiques. Pour moi, une communauté épistémique, c'est un groupe de personnes qui ont une sorte de sentiment d'appartenance. Ils savent qu'ils contribuent à un même projet, qu'il y a une mission, ils se donnent un objectif. Et pourquoi c'est une communauté épistémique? C'est parce que son but, c'est de construire, de co-construire des connaissances. Et d'où l'intérêt, la question de la légitimité des connaissances qui sont produites. Et dans un certain nombre de médias participatifs, c'est pas tant qui parle qui compte, c'est la façon dont la connaissance est amenée, est argumentée et également appuyée par des sources extérieures. En fait, il y a un certain nombre de médias de ce type, d'ailleurs, qui favorisent l'anonymat. C'est souvent, en fait, il y a des espaces où c'est les auteurs qui choisissent ou pas d'être anonymes, mais ça a été notamment mis en place pour protéger certains contributeurs qui allaient amener des contenus tendancieux. Mais également dans la culture wiki, en fait, il y a l'idée que c'est pas la personne, c'est pas son CV qui va faire que la contribution va être intéressante, c'est vraiment le contenu qui compte et la façon dont on va argumenter, construire les connaissances. Et donc, pour moi, il y avait d'une part les communautés épistémiques et les réseaux sociaux, où ce qui m'apparaissait assez clair, c'est ce qui compte, c'est plutôt le lien social et l'entretien du lien social. Et donc, il est important de, au contraire, se rendre visible et construire notre identité et de rendre visible également les liens d'appartenance, les liens de familiarité. C'est un univers en fait où on crée des liens, on réactive des liens. Et puis finalement, en réfléchissant à ce que j'allais présenter aujourd'hui, je me suis rendu compte que il se passait quelque chose d'assez fort dans cette tension, selon moi, existe toujours, entre réseaux sociaux et communautés épistémiques. D'une part, parce que dans les communautés épistémiques, même si le but premier, c'est la création de connaissances, au bout d'un moment, à force de travailler ensemble, on crée des liens, pas forcément d'amitié proche, mais il y a en fait, associé à ce sentiment d'appartenance, il y a, notamment dans des contextes de lutte, de tension sociale, des véritables solidarités qui se mettent en place. Je vais vous parler de ça tout à l'heure. Et puis également, on ne peut pas dire que les réseaux sociaux, même si au début ils ont été créés, je pense notamment à Facebook, mais c'est le cas d'autres réseaux sociaux, qu'ils ont été créés surtout pour en fait, activer ou faire exister des liens interpersonnels. Et en fait, ce qui me paraît donc, caractéristique de l'évolution de ces médias participatifs, c'est que les communautés de co-construction de connaissances activent leurs liens de solidarité pour faire face à de nouvelles méthodes de censure, je dirais. Donc je vais vous donner peut-être 3 exemples dont vous avez certainement entendu parler. Et c'est quand des contributeurs à Wikileaks ont utilisé cette plateforme pour faire fuir, en fait, pour dénoncer en fait et rendre visible des documents secrets de l'armée américaine que
les services secrets, et puis le gouvernement américain, et puis des instances internationales, en fait, ont décidé de chercher des boucs émissaires. Et cette notion de bouc émissaire qui me semble assez importante à comprendre les dangers potentiels que peut constituer cette plateforme. Donc, ce qui a rendu Wikileaks si connu, c'est donc en effet une fuite qui avait été faite sur des documents de l'armée américaine, mais c'est surtout le fait qu'ils aient réussi à trouver un prétendu coupable et à enfermer cette personne pour trahison de secret d'État. Il y a une autre chose qui me paraît assez intéressante à regarder dans Wikileaks, c'est qu'il y a également en fait d'un seul coup son nom est en train de m'échapper, la figure du responsable de Wikileaks. Julian Assange, merci. Justement, voilà. Il y a en fait, si on s'intéresse un petit peu à Wikileaks, des grosses controverses et à l'intérieur de Wikileaks et à l'intérieur de la communauté de soutien de Wikileaks qui est justement, qui entoure la médiatisation de la personne de Julian Assange. Les médias cherchaient un responsable numéro 1, une figure qui allait représenter Wikileaks. Julian Assange a décidé de jouer ce jeu, en fait, de se présenter comme le responsable. Et en effet, il a été attaqué de nombreuses manières pour être derrière ce médium si effrayant. Mais ça n'a pas empêché le projet de continuer, d'être récupéré. Quand Wikileaks a été fermé, il y a eu de nombreux miroirs de Wikileaks qui ont été créés. Et la communauté Anonymous, qui a énormément travaillé à mettre différents types de pression sur des sites web ou dans des actions médiatiques et technologiques, a récemment décidé un petit peu de se distancier de Wikileaks à cause de cette surmédiatisation ou personnification identification de Wikileaks à Julian Assange. Donc ça, c'était un premier exemple sur le fait qu'on essaie de chercher une personne responsable derrière une plateforme participative. De temps en temps, il y a des gens qui veulent jouer ce jeu, d'accord. Mais ça ne suppose pas que la communauté se reconnaît comme étant en train de suivre un leader ou un responsable. Des exemples plus récents et peut-être plus pertinents, j'aurais peut-être dû commencer par ça parce qu'il m'a pris beaucoup de temps. Vous avez certainement entendu parler de l'affaire récente de censure sur Wikipédia, où en fait la DCRI, donc la Direction centrale des renseignements intérieurs français, ont réagi, en fait ont décidé de supprimer, voulaient supprimer du contenu qui était mis sur Wikipédia, et la façon qu'ils ont trouvé de faire ça, c'était d'aller finalement prendre un administrateur de Wikipédia à son domicile. Un administrateur, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a le pouvoir de supprimer des pages, ce que ne peut pas faire l'ensemble des utilisateurs. En fait, si vous supprimez une page, elle va rester dans l'historique. En fait, vous ne pouvez pas vraiment faire ça définitivement si vous n'êtes pas quelqu'un qui a un petit peu d'expérience dans Wikipédia. Donc ils ont forcé quelqu'un à supprimer cette page sous prétexte qu'il y avait des informations confidentielles qui étaient mises sur Wikipédia. Alors que, suivant la politique éditoriale de Wikipédia, tout ce qui était mis en ligne était en fait appuyé sur des références externes. Donc ils ont trouvé, si ce n'est pas un bouc émissaire, en tout cas plus ou moins une personne qui allait pouvoir techniquement faire ce travail de suppression. Et ils ont annoncé que quiconque remettrait ce contenu en ligne allait encourir des amendes monstrueuses et risquer l'emprisonnement. Et la communauté s'est manifestée derrière ça en disant mais en fait il s'agit d'informations qui étaient disponibles, comment ça se fait que vous osez avoir ce genre de pratique? Et ce qui s'est passé, c'est qu'en effet la communauté s'est mobilisée et plusieurs personnes, pour
partager cette responsabilité, ont remis les contenus en ligne. Et résultat, au lieu de cacher un article qui gênait un petit peu finalement l'armée française, et bien en fait ils ont réussi surtout à mettre tous les feux des projecteurs sur cet article éminemment très diffusé. Et dans le même genre, mais plus local et peut-être pas très médiatisé encore, je vais participer à cette médiatisation. Peut-être vous avez entendu parler du cas de Val Jalbert, qui est un site qui avait été mis en place par des citoyens de la commune de Val Jalbert pour lutter contre la mise en place d'une mini-centrale électrique. Et la compagnie est finalement en fait, a fait appel à la justice pour demander à ce que ce site soit retiré, et leur manière de fonctionner a été d'aller chercher les hébergeurs du site et de leur envoyer directement une injonction pour supprimer ce site web. Ce qu'ils ont fait en avertissant leurs clients et en disant aussi, mais en fait, il n'y a rien de violent. Enfin, on pourrait peut-être nous expliquer pourquoi il faut retirer ce site web. Il s'agit simplement d'un site d'expression citoyenne, de lutte. Ils ont maintenant une autre injonction, enfin les hébergeurs ont une autre injonction pour révéler les noms des auteurs de ce site, qui sont médiatisés, enfin présentés dans certains médias comme des pirates informatiques. Pour le simple fait qu'ils ont mis en place un site qui est un site de critique finalement. Et bon, encore une fois, dans la même logique de réappropriation collective, le site web a bien été supprimé. Je ne sais pas encore si les auteurs vont être divulgués. C'est un petit peu un bras de fer qui est en train de se jouer. Mais en tout cas, le site a bien évidemment été reconstruit ailleurs et il se retrouve hébergé sur des sites islandais. Et ce genre d'information ne disparaîtra pas. Donc je pense qu'on se retrouve dans des situations qui me font beaucoup penser à ce qui se passe dans une manifestation quand un groupe de policiers arrive et demande à parler au chef de la manifestation et à aussi connaître évidemment l'itinéraire et à demander à tout le monde de suivre l'itinéraire qui aurait été éventuellement annoncé. Et on se retrouve dans une situation assez absurde où mais la responsabilité est clairement collective. Je pense que les gens sont très conscients qu'on se trouve dans un collectif, mais on se trouve face à un système juridique qui va chercher un coupable et essayer de le punir sur la place publique pour faire peur à tout le monde et s'en servir comme bouc émissaire quelque part. Merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir profiter tantôt de la période de questions pour poursuivre les choses à dire. Je cède la parole maintenant à Simon Jodoin. Pardon, excuse-moi, à moins que vous vouliez... Moi, je veux bien m'appeler Simon. À Florent Gaudens. Je vous en prie. Merci. Moi, je vous ai préparé une belle présentation PowerPoint. J'ai fait ça à la maison, vous m'excuserez si c'est moche, mais quand même. En fait, tout ça, on a beaucoup parlé de verticalité. Vous savez, moi, je travaille à Radio-Canada, c'est la grosse tourboïde, donc très verticale. On a pas beaucoup de textes horizontales. Mais un jour, on y arrivera peut-être. Et en fait, ça, c'est super intéressant parce qu'on a parlé du printemps érable. Et là, si on regarde vraiment ce graphique qui est fait par un internaute qui s'appelle Olivier Beauchesne, c'est un peu la galaxie de tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux pendant le printemps érable. Et donc on voit qu'il y a vraiment des sujets qui ont fait beaucoup plus parler que d'autres et que ça fait aussi quelque chose de très atomisé. Donc on pourrait parler de communauté, un peu comme vous l'avez dit peut-être. Mais ce qui est intéressant, c'est si vous regardez en bas à gauche, alors au fond je pense que vous n'allez rien voir, mais je vais quand même vous le dire, on voit les destinataires des messages les plus fréquents. Et on voit que ces destinataires-là, ce sont des clés de réseau, si on veut. Le SPVM en premier, on se demande pourquoi. La presse en deuxième, l'AC, Gabriel Nadeau-Dubois, Le Devoir. Puis si on continue un peu, 2-3 personnes qu'on connaît pour finalement arriver à même Radio-Canada et voir son là. Donc imaginez, c'est merveilleux. C'est quand même assez rigolo parce qu'on parle de réseaux sociaux. C'est
un peu quelque chose dont on occupe à Radio-Canada. Et pour vous présenter un résumé du Printemps érable, j'utilise quelque chose qui est fait par un internaute. C'est peut-être un peu une démonstration justement de ce qui se fait aujourd'hui en campagne de Québec solidaire dans la salle, et on a eu un petit échange là-dessus sur est-ce que oui, c'est pertinent de le mesurer, le nombre d'abonnés, plutôt que le nombre d'interactions, la qualité de l'engagement, des choses comme ça. Il y a plein de mesures disponibles, effectivement. Mais il y a quand même un petit constat qui est intéressant à analyser là-dedans, c'est que si on regarde les chefs les plus suivis sur Twitter, c'est Amir Kadir, François Legault, Jean-Martin Hossan, Françoise David. Vous faites le calcul, c'est pas ceux qui ont eu le plus de votes, tout simplement parce que les deux autres, ils n'avaient pas de compte Twitter. Sur Facebook, c'est le Québec solidaire et le Parti québécois. En fait, au niveau des chefs, c'était Pauline Marois la plus suivie dans le premier débat entre Mitt Romney et Barack Obama. Et on a vu des tendances un peu similaires chez nous. Les gens vraiment se tournent vers Twitter pour un peu sortir justement de ce vieux débat plate parfois. Il y avait quelqu'un qui avait synthétisé ça en disant, pour le débat des chefs, vous vous souvenez sûrement de Muguette Pallier qui avait émergé, entre autres grâce aux réseaux sociaux. Et quelqu'un disait sur Twitter, pour intervenir aux réseaux sociaux, il faut être blanc, de plus de 50 ans, catholique, etc. Et ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux, c'est en fait tous ceux qui se sentaient pas du tout représentés par les gens qui, principaux politiciens, n'avaient pas de compte. C'est quand même significatif de quelque chose. Et puis on a beaucoup parlé du printemps arabe, pardon. Et alors il y a tout un débat, ça les émeutes sur la place Tahrir, où on ne voulait pas laisser passer les journalistes, où nos équipes n'arrivaient pas à l'été, si vous voulez. Et puis ça permet aussi, alors là c'est la minute où je vous fais rigoler, et franchement, si vous voulez sensibiliser un élu à la cause des pistes, chaque midi était à la cantine et trouvait que ce qu'on lui, cette pauvre petite, s'est trouvé un peu catapulté comme porte. Il y a vraiment, c'est un levier pour les citoyens qui veulent faire valoir une cause dans la société. Mais il y a beaucoup de mais. Par exemple, si on regarde sur YouTube, les 3 vidéos les plus vues l'an dernier, la première c'est Gangnam Style, la deuxième c'est Somebody I Used to Know, donc vous voyez, on répand la musique dans le divertissement. Puis la troisième c'est Kony. Kony, je ne sais pas si vous en rappelez, c'est ce chef de guerre d'activisme, on pourrait dire. Mais il y en a qui ont appelé ça du slack. Des fétistes que Kony court toujours aujourd'hui, malgré la mobilisation. Mais il y a quand même d'autres causes pour lesquelles ça a amené un changement de voir une mobilisation. Mais aussi plateforme d'hommes sandwich, on s'affiche de plus en plus, on aime des marques. Alors oui, il y en a qui cliquent sur j'aime telle marque. Qu'est-ce que ça nous dit sur notre personnalité aujourd'hui? Je ne sais pas, honnêtement. Et puis il y a aussi, on en parlait, nos chers amis des relations, il y a toute une modification en fait de l'écosystème médiatique, et on en a pris vraiment la mesure à l'international pendant l'opération récente à Gaza de l'armée israélienne, où il y a eu une offensive vraiment de communication de la part de cette lutte communicationnelle qui se passe et qui pose beaucoup de questions en fait sur la propagande militaire et sur nous, comment les médias ont réagi. Pendant la campagne électorale, il y a eu aussi ce qu'on appelle les tweet fights. Je ne sais pas si vous trouvez ça intéressant, il y en a qui trouvent que ça l'est. Parfois, ça amène un échange écrit et spontané entre des personnes qui ne se seraient pas forcément rencontrées. Mais quand même, il y en a qui n'apprécient pas trop, notamment un sociologue français qui a quelque chose d'assez intéressant à dire là-dessus. C'est Antonio Casilli, qui dit qu'en fait, le tweet clash, ça théâtralise un débat démocratique, mais que voilà, c'est une résurgence d'une forme de discorde démocratique ancienne, mais est-ce que ça change vraiment la vie de tout et chacun, ou est-ce qu'au contraire ça ne fait que conforter nos opinions? Par exemple, il y en a qui disaient à la dernière campagne électorale, si je me fie à mon compte Twitter, c'était Québec solidaire qui avait gagné la campagne. Ça veut peut-être dire que les gens ne diversifient pas beaucoup leur réseau. Peut-être que c'est des communautés d'intérêt en fait, nationales, parce que l'échelle du schéma est trop petit, mais c'était 1,9%. Et pourtant, c'était ceux les plus actifs et les plus suivis, ou parmi les plus actifs et les plus suivis sur les réseaux sociaux. Alors, il me reste 2 minutes et ça tombe bien parce que je pense que je suis dans les temps et c'est rare. Cette réflexion, plutôt, c'est en fait vraiment pour eux le réseau, ça permet une collaboration infinie. En fait, ça m'amène à ça, c'est qu'il y a peut-être, les réseaux sociaux ont amené une autre dimension dont on parle peu, mais qui est pourtant essentielle. Ça devient plus critique et plus difficile de répondre.